L'objectif de cette table ronde, c'est de mettre en avant les innovations aujourd'hui qu'il y a sur les défiateurs, évidemment pas que sur le nôtre, mais de manière générale, et les problèmes aussi qu'on peut rencontrer pour déployer des défiateurs absolument partout. On l'a vu, former des gens, former 80% de la population, ça semble évident, et pourtant il y a plein de problèmes qui parfois sont juste logistiques, comme avec ce que nous disait Jean-Luc ou Emmanuel sur l'éducation nationale. Là, ça va être exactement pareil. Quand on a créé la boîte, quand on a créé Life.is, notre objectif, ça a été et c'est toujours de déployer des défiateurs le plus massivement possible, parce qu'on sait que plus on déploie de défiateurs, plus on sauve des vies. Aujourd'hui, on est en sous-équipement. Il y a 100 millions d'extincteurs en Europe. Il doit y avoir 2 millions de défibrillateurs. On en est très 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 loin, alors qu'on va être sur les mêmes délais d'intervention face à un arrêt cardiaque que face à un incendie qui très rapidement peut devenir inarrêtable. Et en fait, ce qu'on a observé, c'est qu'aujourd'hui, pour déployer des défibrillateurs absolument partout, déjà, le premier problème, c'était l'accessibilité, la visibilité. Aujourd'hui, on considère parfois qu'il y a beaucoup de défibrillateurs parce qu'on en voit dans la gare ou au coin de la rue, mais on ne se dit pas ça sur un extincteur, c'est exactement pareil. Il y a un problème de prix, évidemment. On en a déjà parlé sur la formation, on en a déjà parlé sur d'autres choses, mais on ne peut pas déployer massivement des défibrillateurs quand aujourd'hui ils coûtent entre 1000 et 2500 €, que les coûts de maintenance coûtent environ 150, 200 € par an, avec un technicien qui passe une fois par an, etc. C'est juste pas possible. Il y a des énormes problèmes de maintenance, et dans l'objet de cette table ronde, on va expliquer ça. Aujourd'hui, il y a eu pas mal de communication dans les médias sur des études qui montraient qu'il y avait un défibrillateur sur 3 qui ne fonctionnait pas faute de maintenance aujourd'hui dans les lieux publics. Et ça, c'est juste pas possible, parce que non seulement il faut éduquer les gens, leur donner envie d'agir, leur montrer qu'ils ne peuvent que sauver une vie, mais si une fois sur 3 ils ont un défibrillateur qui ne fonctionne pas, ça peut faire plus de mal que de bien. Et donc ça, on peut résoudre beaucoup de problèmes par la technologie. Et ça va être un peu l'objet de cette table ronde. Marcel, je te donne peut-être la parole pour commencer. Oui, avant de parler de la technologie, je voudrais faire un petit mot sur la thérapie. Chez Life.is, on s'est concentré vraiment, on s'est justement pas concentré sur essayer de révolutionner la thérapie, essayer de révolutionner, trouver une nouvelle thérapie, voilà, on ne voulait pas changer l'appareil médical. On l'a dit tout à l'heure. C'est Jérôme Garot qui l'a dit tout à l'heure, on a le meilleur algorithme sur le marché. Effectivement, en fait, tous les défibrillateurs ont un algorithme qui permet de détecter et de choquer la fibrillation ventriculaire. Nous, on n'a pas révolutionné ça. L'idée, c'était de se concentrer vraiment sur comment déployer les défibrillateurs, donc pas comment développer un nouveau défibrillateur avec une nouvelle thérapie. Et donc pour ça, on a... Le premier axe sur lequel on s'est penché, c'est vraiment la simplicité d'utilisation. C'est vrai que quand on présente le défibrillateur à des fournisseurs, à des partenaires, qu'on l'allume, qu'on montre comment fonctionne le produit, les gens disent « Ah mais en fait il parle, ah mais en fait c'est très simple, ah mais en fait il y a juste un sachet à ouvrir, des électrodes, etc. » Donc ça, au niveau formation, c'est vrai qu'il y a encore du chemin à faire alors que l'objet est vraiment hyper simple. Et nous, ce qu'on voulait d'un point de vue technique, c'est d'en faire un objet vraiment le plus simple possible. Il y a certaines marques de défibrillateurs où il faut ouvrir 3 languettes, on ne comprend pas, il y a des messages partout. Nous, notre but, c'était vraiment d'avoir un produit. On ouvre, on appuie sur le bouton, on suit les instructions. Le sachet, il est simple, il est clair, on ouvre les électrodes, on les pose, et c'est tout. Et le deuxième axe sur lequel on a travaillé, c'est comment en faire en fait un objet du quotidien, quelque chose, un objet qui soit extrêmement, on va dire, qui s'intègre bien dans le domicile et qui ne fasse pas peur, justement, comme certains défibrillateurs. Alors, les gens nous disent aussi, ah, les boîtes vertes, ça fait hyper peur, ça clignote, il y a des alarmes, on n'a pas envie de les utiliser. Donc nous, l'idée, c'était vraiment de faire un objet qui puisse s'intégrer dans les domiciles, dans les petites entreprises et qui ne fasse pas peur.
Effectivement, alors juste pour expliquer, Dr Cassan, on se connaît depuis assez longtemps, puisqu'au tout début, quand on a vu notre prototype 3D de passer, je crois, sur BFM ou des choses comme ça, vous nous aviez écrit en disant voilà, je soutiens le fait de déployer des défiateurs au domicile, et ensuite on vous a régulièrement consulté, y compris aussi Dr Garot Lacotte, sur la technologie, sur le défiateur, et le gros de nos discussions était sur la simplicité, ce que tu viens de dire. Et c'est vrai que c'était pas sur juste l'algorithme, etc. Évidemment, on demandait ça aux cardiologues de valider pour améliorer on va dire les décisions du défibrillateur, mais le gros du problème, c'était la simplicité. En fait, les défibrillateurs sont simples. Ça, c'est une évidence, mais les gens ne le savent pas. Et ça passe par des choses un peu bêtes. On parlait tout à l'heure pour la formation, on parlait un peu de marketing, de la manière dont on allait le faire, mais notre défibrillateur, il fait pas peur. Il a un design qui ne va pas faire peur, il a une voix qui est rassurante. On a des gens qui sont intervenus, qui nous ont dit le défibrillateur m'a calmé, il avait l'impression qu'il lui parlait, qu'il lui répondait, etc. Et donc c'est pas mal de petits détails comme ça qui sont importants. Et autour de la table là, pour bien préciser, on a Martial qui est directeur technique et cofondateur de Lifeis qui a développé tout le défibrillateur. On a Célia ou une partie des défibrillateurs. On a Célia qui, au-delà de toute l'expertise sur la formation, aujourd'hui suit au quotidien tous nos défibrillateurs, notamment grâce à la connectivité. Et ça, c'est une occasion rare aussi pour des acteurs qui ne sont pas dans l'industrie de voir comment ça se passe, le suivi des défibrillateurs. Et Xavier est expert du domaine parce qu'il s'occupe de toutes les relations et le fait de sélectionner nos distributeurs. Et en fait, on va le voir, mais le monde de la distribution nécessite d'avoir certaines règles pour que ça puisse bien marcher. Je ne sais pas lequel d'entre vous veut commencer à en parler. Bon bah allez, je prends la main. Oui, donc chez Lifeis, côté service client, on va gérer les alertes remontées par les défibrillateurs puisqu'ils sont connectés. Toutes les semaines, ils font un autotest qui nous montre pour nous dire si tout va bien ou au contraire s'il y a eu une anomalie sur laquelle il faut agir. Tu disais en introduction tout à l'heure qu'il y a 30% du parc de défibrillateurs en France qui ne fonctionne pas aujourd'hui. Je peux en attester, je l'ai vu ce week-end, j'étais à Osgore et sur la dizaine de défibrillateurs, j'étais déjà très contente de me dire en fait on les voit pousser de plus en plus partout. Ça c'était le premier point fort, et puis après quand je me suis baladée sur les 10, il y en avait 3 qui clignotaient en rouge. Donc je pense que c'est très bien de déployer des défibrillateurs partout, mais maintenant il faut aussi passer à l'étape du dessus qui est de s'assurer que ces défibrillateurs ils soient fonctionnels et que la personne, quand elle a besoin de s'en servir, elle ne se retrouve pas dans une situation où le défibrillateur ne s'allume pas, ou l'appareil lui indique une erreur, etc. Pareil, je pense qu'on a tous vu des petites coupures de presse parlant de situations comme celle-ci, ça ne doit pas arriver, et c'est vraiment dans ce cadre-là que chez Lifeis on met un point d'honneur sur cette maintenance, et qu'aujourd'hui on a une équipe de 6 personnes qui gère tout ce parc de défibrillateurs. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui chez Lifeis on a à peu près 95% de nos défibrillateurs qui sont connectés. Sur ces 95%, il y en a 0,5% qu'on considère comme des vrais non fonctionnels qui vont nécessiter un rapatriement, une analyse du côté de notre équipe technique. Le reste, ça va être du coup 6,5% de défibrillateurs qui sont non fonctionnels parce qu'il y a des électrodes ou des batteries à changer. Donc là, en effet, en général, c'est quelque chose qu'on change assez rapidement. Normalement, on fait le nécessaire pour que nos clients puissent les changer avant même que les consommables arrivent à péremption ou que la batterie soit HS. Mais la réalité, c'est qu'il y a toujours des petits clients un peu récalcitrants qui ont cette difficulté à penser à faire le nécessaire en amont et qui s'y prennent un peu tard. Mais on fait quand même en sorte que ces défibrillateurs puissent rester fonctionnels le plus longtemps possible. Et il ne faut pas oublier que la problématique d'un défibrillateur non fonctionnel, c'est pas forcément systématiquement lié à la technologie. On parlait du coût. Il faut savoir que quand il faut changer des consommables, si l'appareil est en achat et qu'il n'y a pas de contrat de maintenance, il faut sortir de l'argent pour renouveler ces consommables. Parfois, c'est quelque chose qui n'était pas prévu par le client, c'est pas prévu au budget, c'est compliqué, ça prend du temps, etc. pour les changer. C'est pour ça que chez Lifeis, on a tendance aussi à pousser cette offre de location dans laquelle vous avez tout qui est inclus, notamment le défibrillateur, mais aussi tout le contrat de maintenance associé et notamment le renouvellement des consommables. Ça évite qu'au moment du renouvellement, les gens aient des questions à se poser sur est-ce que je vais du coup faire le nécessaire pour que l'appareil reste fonctionnel. Donc on œuvre au quotidien avec ces situations pour faire en sorte que l'ensemble de notre parc soit au maximum le plus fonctionnel. Je rebondis juste sur le côté modèle économique, il y a des fausses bonnes idées aussi.
on a vu il y a quelques années des entreprises ou des institutions qui offraient des défibrillateurs. Et en fait, ça a l'air d'être bien, mais quand vous n'avez jamais payé le défibrillateur, le jour où il faut changer les électrodes et payer 200 €, personne ne le fera jamais. Et ça, c'est à l'origine aussi de beaucoup de défibrillateurs qui ne fonctionnent pas sur le terrain. Donc c'est toujours important d'avoir un minimum d'engagement de la personne, parce que quand on paye, on fait attention à son défibrillateur, on fait attention à sa formation, on fait attention à tout ça, et le tout gratuit, ça ne peut pas non plus résoudre ça. Oui, je partage totalement ce que tu viens de dire, Johan. D'ailleurs, vous pourrez sûrement faire le test. La prochaine fois que vous verrez un défibrillateur avec une petite mention, ce défibrillateur est offert par... Allez, il y a 4 chances sur 5 qui ne soient pas opérationnels. Et du coup, justement, Célia parlait tout à l'heure du tiers de défibrillateurs non opérationnels en France. Pour comprendre un petit peu pourquoi ça arrive, c'est que un défibrillateur, c'est un appareil qui s'entretient. Donc on change les électrodes, on change la batterie. Il faut comprendre un petit peu où sont les responsabilités. Et les responsabilités, elles sont à plusieurs niveaux. Elles sont d'abord chez les fabricants, mais elles sont aussi chez tous ce qu'on appelle, d'un point de vue plus réglementaire, les opérateurs économiques. Donc c'est ceux qui vont être dans la chaîne d'approvisionnement du défibrillateur jusqu'à le client final, donc ce qu'on appelle l'exploitant. Donc bien sûr, l'exploitant, il a la responsabilité d'entretenir son défibrillateur, surtout s'il est soumis à la loi, mais il y a aussi une responsabilité chez les distributeurs. Aujourd'hui, que ce soit en France ou en Europe, la très grande majorité, l'écrasante majorité même des défibrillateurs ont été vendus par... Ouais. Oui, non, c'est pareil. L'écrasante majorité des défibrillateurs ont été vendus par des distributeurs. Aujourd'hui, il y a très peu, il y a vraiment une poignée de fabricants qui vendent en direct, mais même ces fabricants qui vendent en direct, comme nous, comme c'est le cas pour nous, on a aussi des distributeurs. Pourquoi? Parce qu'ils vont apporter peut-être un service en plus, ils vont permettre de venir installer le défibrillateur si le client en a besoin, ils vont pouvoir proposer des services de formation également en plus. Donc aujourd'hui, presque une grosse majorité des défibrillateurs sont installés par des distributeurs, et dans ces distributeurs, on trouve tout type d'entreprise. Et c'est là qu'il y a une responsabilité qui reste sur les fabricants, c'est de choisir les bons partenaires, les bons distributeurs qui ne vont pas simplement être opportunistes, mais qui vont avoir une vraie spécialisation, une vraie mission, une vraie vocation pour venir installer ces défibrillateurs et les entretenir. Chez LifeEase, on cherche vraiment justement à nouer des partenariats forts avec des distributeurs qui se spécialisent dans le défibrillateur. Quand je vous parle de distributeurs opportunistes, ça va être plutôt des intervenants qui vont proposer une 50aine de produits différents, dont le défibrillateur, puisqu'ils ont vu qu'il y avait une loi qui favorisait les défibrillateurs et qu'il y avait peut-être du travail à faire de ce côté. Ce n'est pas forcément un modèle qui est pérenne, et ce n'est pas comme ça qu'on va pouvoir apporter le meilleur service aux clients. Donc la responsabilité pèse énormément sur les fabricants qui vont pouvoir sélectionner des distributeurs qui sauront assurer également la traçabilité des dispositifs qu'ils auront vendus, pour savoir justement pouvoir répondre à ces nouvelles technologies. La maintenance connectée, c'est quelque chose de formidable, mais encore faut-il savoir où sont placés les défibrillateurs, puisque nous, ce qui nous remonte côté fabricant, c'est le numéro de série. Si nos distributeurs n'assurent pas cette traçabilité, on ne peut pas savoir où est-ce qu'ils ont vendu ces défibrillateurs. Donc la responsabilité, elle est sur les fabricants, mais elle est aussi du coup sur les distributeurs qui doivent justement entretenir l'ensemble du parc qu'ils installent. Je veux juste rebondir sur... je crois qu'il marche. Ouais. Ok, faut parler plus. Non, c'est la connectivité quand même nous permet, même si on passe par... Enfin, nous permet d'avoir vraiment l'état du parc et de réagir le plus rapidement possible et de prévenir les distributeurs ou enfin n'importe quel client, qui soit distributeur, qui soit particulier. Donc ça, c'est vraiment... le développement de cette technologie, c'est vraiment, à mon sens, ça change vraiment tout sur la possibilité de déploiement du défibrillateur. Alors, parce que tu ne l'as pas encore complété, mais je vais peut-être expliquer en quoi ça consiste en fait la connectivité d'un défibrillateur. Il faut savoir qu'il y a plusieurs modèles de défibrillateurs aujourd'hui qui sont connectés. Évidemment, ça aide à suivre la maintenance. Et en fait, la connectivité va servir potentiellement à alerter en cas d'urgence.
alerter, c'est pareil. Donc elle va pouvoir alerter s'il y a un problème. Donc on a parlé des électrodes qui étaient périmées, de la batterie qui serait faible ou qu'on n'ait plus de nouvelles du défibrillateur. C'est un peu le minimum, on va dire, syndical de ce qu'on attend d'une connectivité. Mais ce que ça a tout changé pour nous en tant que fabricants, mais aussi pour nous, on va dire, en tant que mainteneur de notre parc, c'est le fait qu'on puisse mettre à jour les défibrillateurs à distance. Et ça, en fait, c'est connu, c'est ce qui existe dans les smartphones, dans les ordinateurs, dans des voitures connectées, etc., mais pas sur les défibrillateurs jusque-là. Et en fait, le fait de pouvoir mettre à jour à distance, ça permet de corriger les problèmes, ça permet de prendre les retours terrain et d'améliorer les performances, et ça permet de rajouter des nouvelles fonctionnalités. Au tout début, quand on a expliqué ça, on nous a souvent dit « mais qu'est-ce que vous allez rajouter comme fonctionnalité sur un défibrillateur ?» Bon, on l'utilise, il délivre un choc, il analyse, ok, etc. Mais déjà, s'il y avait des nouvelles réglementations demain, des nouvelles recommandations sur les paroles, sur les gestes, sur les protocoles, on pourrait les changer. Mais en plus, aujourd'hui, nous, ce qu'on a observé, c'est que parfois, des clients, par exemple des communes, vont mettre leur défibrillateur dans un boîtier extérieur chauffé. Si le boîtier ne chauffe pas, vous avez l'impression que le défibrillateur fonctionne, mais en fait, il est parfois soumis à des températures à moins 10 degrés. Du coup, on a ajouté le suivi de la température. Aujourd'hui, si nos défibrillateurs sont conservés dans des mauvaises plages de température, on est prévenu et on va contacter le client pour le prévenir. On a pu aussi mettre en place la géolocalisation pour alerter en cas de vol. Ces derniers temps, on a beaucoup parlé dans les médias aussi de plus en plus de vols de défibrillateurs dans les communes, encore une fois. Et en fait, le pire, c'est pas, à la limite, c'est pas juste qu'il a été volé. Le pire, c'est que les gens croient, une commune va croire qu'elle a toujours des défibrillateurs partout dans la ville, et en fait, elle en a pas. Et on se retrouve avec des boîtiers où il n'y a rien dedans, donc les grosses armoires vertes, etc. Donc là, aujourd'hui, nous, on peut être alerté s'il y a un déplacement avec la géolocalisation et prévenir l'ESCO. Prévenir, excusez-moi, le client. Et après, il y a pas mal de choses où on pourra être prévenu s'il y a une utilisation. On va pouvoir très bientôt récupérer les électrocardiogrammes à distance après une utilisation pour les transmettre au secours, ce qui est hyper important pour prendre la bonne décision et le bon choix de thérapie ensuite pour maximiser les chances de survie de la victime, etc. etc. Et ça, c'est des choses qui sont développées en interne par notre équipe, c'est des choses qui sont aussi développées par d'autres acteurs dans le monde de la défibrillation. Et peut-être pour finir, vous avez peut-être vu ou vous verrez, il y a beaucoup d'innovations dans le monde des défibrillateurs. Il y a quelques années, quand c'était lancé, la plupart avaient les mêmes modèles depuis 10 ans, ils ne changeaient pas trop. Aujourd'hui, on voit apparaître des acteurs qui miniaturisent les défibrillateurs, ce qui est hyper intéressant pour certains usages. Il va y avoir des choix technologiques qui sont faits parce que ça fait que le coût du défibrillateur peut exploser, hein, ça peut devenir très cher. Ça fait que parfois, ils ont une durée de vie limitée à 18 mois ou des choses comme ça, qui sont à usage unique. Mais c'est très intéressant pour certains cas où le poids, la taille va être hyper importante pour des citoyens sauveteurs, pour des interventions quand on est en randonnée, des militaires, etc., etc. Donc en tout cas, il y a des choses qui se passent. Et avec LifeIS, on essaye d'être pionnier, d'être très innovant sur le sujet. Je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter. Est-ce qu'il y a des questions ? Juste une question par rapport à la maintenance donc à distance. Comment vous faites en fait pour parce qu'il n'y a personne à part ceux quand vous avez des distributeurs. Finalement, quand vous livrez, il n'y a pas de surveillance de où est placé le défibrillateur et finalement il va être mis à la poussière pendant 2, 3, 4 ans. J'ai déjà vu comme vous, Célia, des défibrillateurs qui sont avec des toiles d'araignée de partout. Est-ce que vous faites des appels comme certains fabricants une fois par an pour faire un point téléphonique de est-ce que les défibrillateurs vont bien et les resensibiliser ou comment vous fonctionnez comme ça pour savoir qu'au-delà de juste il a la bonne température et il fonctionne, il est dans de bonnes conditions aussi? Alors, en effet, on ne va pas forcément faire sur la totalité de notre parc de clients un appel téléphonique tous les ans. En revanche, pour nos clients grandes entreprises qui ont des offres premium, ça fait partie des services qu'on propose sur le fait d'échanger régulièrement avec eux pour faire le point, et notamment parce que généralement on est en contact avec une personne qui ne gère pas un, mais tout un parc de défibrillateurs, et que l'idée c'est de faire le point sur tout ce parc-là et voir éventuellement aussi s'il y a des besoins de défibrillateurs supplémentaires à d'autres endroits. Mais non, mais par contre, ce dont on se rend compte, c'est qu'on a souvent certains de nos clients qui nous envoient des petites photos clairement de leurs défibrillateurs installés. Et donc, on se rend compte finalement que dans la majeure partie des cas, les défibrillateurs sont plutôt bien installés avec la signalétique réglementaire, avec le bon boîtier où il faut, etc. Donc, on n'a pas forcément eu de gros signaux d'alerte sur ces thématiques-là, en tout cas. On reçoit un message, comment va votre parc ?
Alors, il y a deux choses. Il y a en effet l'équipe qui envoie un email tous les mois pour demander comment va le défibrillateur, même si nous, on a la connectivité. Il ne faut pas oublier que la connectivité, c'est une aide, mais on incite toujours nos clients à vérifier leur défibrillateur au moins une fois par mois. C'est important pour nous, déjà parce que le rapport, il est envoyé une fois par semaine, donc s'il se passe quelque chose dans la semaine, au moins on pourra avoir l'information plus tôt. Et surtout, et ce qui est primordial pour nous, c'est que ça permet au client d'allumer son défibrillateur et d'entendre les messages vocaux. Et du coup, de se familiariser de plus en plus avec ces messages-là et du coup, de ne pas être pris au dépourvu le jour où il a besoin de s'en servir. Donc c'est pour ça qu'on les incite à faire ça. Et l'autre outil qu'on a à disposition de nos clients, c'est l'application LifeEase, dont on parlait tout à l'heure pour la partie formation, mais elle a aussi et surtout une partie dédiée au défibrillateur. Donc le client peut mettre le numéro de série de son appareil et voir du coup le dernier autotest qui a été réalisé, voir s'il y a la moindre alerte et s'il y a une action à réaliser sur l'appareil. Peut-être ce qui permet aussi de répondre un peu aux deux questions, c'est qu'on a un positionnement radicalement différent des acteurs existants avec LifeEase, de par notre volonté à la base d'équiper les particuliers. Il s'avère aujourd'hui qu'on a des milliers d'entreprises et de collectivités aussi équipées, mais on a tout fait pour le particulier à la base. Et aujourd'hui, on a peut-être 80% de notre part qui a été vendue en direct. Et comme on est en direct, en fait, on est en contact direct avec le client. Donc on lui explique beaucoup de choses dès le départ. On propose des ateliers visio initiaux, on propose de le conseiller sur où placer le défibrillateur. Il utilise notre application pour se former, donc il pose aussi des questions. On le contacte quand il y a un problème de maintenance, etc. Contrairement à des fabricants qui vont passer par des distributeurs, qui vont ensuite envoyer chez des clients qui peuvent être de toutes sortes, où ils n'ont pas de lien et c'est très compliqué parce que, comme tu le disais, dans ce cas-là, c'est vraiment à eux de penser à tout ou alors d'envoyer un technicien. Mais le fait qu'on ait un lien direct fait qu'on peut aussi beaucoup travailler sur l'éducation de nos clients pour qu'ils pensent à le faire. Et effectivement, on a un mail tous les mois qui part pour dire comment va Clark. On le sait, mais ça les incite à aller le regarder, à aller voir comment il fonctionne, à aller l'allumer potentiellement, à vérifier qu'il n'y a pas trop de poussière ou des choses comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ajoute juste une toute petite chose sur pourquoi des défibrillateurs aussi se retrouvent avec des toiles d'araignée cachées dans un placard, dans une remise où personne ne les voit. C'est souvent que c'était des gros appareils très imposants et pas forcément jolis. Et ce qu'on remarque beaucoup avec ce type d'appareil, c'est qu'ils s'intègrent dans n'importe quel type d'environnement. Et justement, nos clients ont plutôt tendance à le positionner dans des endroits où ils sont fiers de pouvoir le montrer. Et ce qui a encore plus d'impact, c'est-à-dire vous rentrez dans un bâtiment, vous n'êtes pas forcément rendu compte que vous l'avez vu, mais vous l'avez vu. Et vous savez où il se trouve. Et c'est vrai que pour expliquer là-dessus, par rapport à la visibilité, en fait, la plupart des acteurs existants, comme ils vendaient surtout à des communes, ils plaçaient les défibrillateurs dans des gros boîtiers verts. Si vous demandez autour de vous aux gens de citer une marque de défibrillateur ou à quoi ressemble un défibrillateur, ils vont tous dire la grosse boîte verte, ils ne savent pas qu'à l'intérieur il y a un défibrillateur. Et en fait, nous aujourd'hui, on va dire tant que faire se peut pour l'immense majorité de nos clients, on va leur recommander d'avoir juste un petit support ouvert, ce qui fait qu'ils voient le défibrillateur. Ils sont familiarisés, ils regardent s'il est allumé en rouge, en vert, etc. Ils voient de manière évidente s'il y a de la poussière ou pas. On ne va pas recommander de mettre des gros boîtiers verts, etc. Sauf quand c'est à l'extérieur où on n'a pas le choix puisqu'il faut les ventiler, les chauffer, etc.